Bonjour à toutes, bonjour à tous. La relance économique, c'est maintenant. C'est le débat que nous vous proposons en direct sur Public Sénat et sur la tribune avec 4 intervenants qui vont permettre de nourrir le débat. Tout d'abord, à ma gauche, je présente José Ramos. Vous êtes le président de la Fédération régionale des travaux publics. Nous parlerons justement des infrastructures. Où en sommes-nous tout à l'heure? Geoffroy Boulard, vous êtes le maire du 17e arrondissement de Paris, vice-président de la métropole, en charge de la communication, mais également de l'innovation numérique. Le numérique va beaucoup changer les choses, a été un élément important de cette crise du Covid. Nous en parlerons avec vous tout à l'heure. Marc Villan, vous êtes le président de la fédération ici en Ile-de-France, vice-président de la fédération nationale. On va parler de vous, de logement, de l'activité du tertiaire qui est en panne compte tenu du contexte économique et sanitaire. Nous parlerons de tous ces enjeux avec vous. Et enfin, Charles Naty, vous êtes le nouveau président du MEDEF Paris. Vous avez été élu il y a maintenant quelques mois en début d'année. C'est l'occasion bien sûr de parler de la situation des PME, mais aussi des grands groupes ici dans le territoire de Paris. Geoffroy Boulard, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici dans ce sommet du Grand Paris. Nous avons souhaité avec vous faire un point d'étape sur la situation de la relance économique. Nous avons reçu ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et du redressement. Il a dit la relance économique, c'est maintenant. Alors ça, c'est ce que décrète le ministre, mais dans la réalité, dans la vie quotidienne, qu'est-ce que vous percevez, vous, en tant que vice-président de la métropole? Alors, on a d'abord, dès le 15 mai dernier, lancé un grand pacte, un grand plan de relance métropolitaine pour aider notamment à l'activité économique. Et notamment, on a un certain nombre de mesures qu'on a lancées avec Patrick Ollier. C'est 110 millions d'euros qui sont ciblés sur des actions rapides, notamment relancer toute la revitalisation en centre-ville. On voit nos commerçants qui souffrent. Eh bien, on avait déjà lancé cela en 2018. On accélère. Et donc, on va relancer à nouveau la revitalisation de nos centres-villes avec des aides naturellement aux commerçants. Et puis, il y a aussi les startups. Les startups sont en difficulté avec cette crise, on le voit, et notamment une enveloppe qui va être dédiée spécifiquement aux startups en difficulté qui sont incubées dans un certain nombre de structures, comme Paris Senco notamment, à travers toute la métropole. Il faut quand même rappeler, avant de dégrainer toutes les mesures qui sont actées depuis plusieurs mois, il faut quand même revenir sur la situation. La situation, c'est pour la métropole, moins 37% de perte d'activité économique. C'est considérable. Et des territoires qui sont globalement à la même enseigne. Il faut dire, par exemple, que le secteur des Hauts-de-Seine est plus particulièrement touché. Donc il y a un sujet aussi de rééquilibrage territorial et d'aide, je dirais, métropolitaine concrète. Après, on ne peut pas faire à la place des entreprises, on le fait avec les entreprises. Et ça, c'est très important. On a aussi, au niveau de la métropole du Grand Paris, contribué au fonds Résilience qui a été lancé par la région, par la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, pour venir en aide aux TPE-PME qui ne rentrent pas dans les dispositifs d'État. Dans les petites lignes, qui à chaque fois empêchent d'avoir une aide ou un soutien. Eh bien, pour la première fois, la métropole, à travers ce fonds résilience, va pouvoir aider entre 3 et 10 000 euros des TPE, des PME, qui ne rentrent pas dans les cases des dispositifs de relance nationaux. Monsieur Boulard, vous l'avez dit, l'État est intervenu assez tôt, plutôt bien quand on interroge les Français. Les enquêtes d'opinion montrent que plutôt les Français sont contents de la manière qui a été gérée de la crise et la situation du point de vue économique. Bien sûr, les Français sont beaucoup, on va dire ont un avis plus réservé sur la question de la gestion sanitaire. On voit bien qu'en cette début de rentrée, les entreprises étaient plutôt optimistes, volontaristes. Là, on voit bien le retour de l'épidémie. Est-ce que vous considérez, comme Bruno Le Maire, qu'il faut apprendre à vivre avec cette épidémie et qu'il faut plus que tard, plus que jamais, relancer la machine dès maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est sauver les emplois de demain, c'est préserver ces emplois? Le sujet, c'est de redonner, et c'est peut-être une occasion historique, de donner de la liberté aux entrepreneurs, de leur donner la possibilité d'innover, d'entreprendre plus que jamais. Il ne faut surtout pas les freiner. Alors évidemment, on a le contexte sanitaire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais les décisions qui sont prises doivent être concertées avec les professionnels, avec les entrepreneurs, avec les organisations qui représentent ce grand mouvement des entreprises en France. Ça, c'est très important, mais il doit être aussi concerté avec les élus locaux, parce que nous sommes en première ligne.
Quand vous avez des arrêtés préfectoraux qui vous arrivent le vendredi pour une application le lundi, voire le samedi, ça ne peut pas aller. Et ça a des implications au niveau économique. Donc le sujet, c'est plus de concertation, mais aussi avoir cet état d'esprit qu'il faut donner de la liberté. Nos entreprises, elles veulent investir, elles veulent pouvoir investir. Alors il faut la visibilité, tous les secteurs d'activité ne sont pas à la même enseigne, on le voit bien. Il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. C'est là où on doit avoir une approche chirurgicale au niveau national, mais surtout au niveau métropolitain. Alors, tenez, cette approche chirurgicale, on va justement ausculter avec Charles Zenati, vous êtes le président du MEDEF Paris. Quel est l'état d'esprit? La relance économique, c'est maintenant. En même temps, les salariés ont peur, et ils ont légitimement peur. Comment aujourd'hui, dans les entreprises, en septembre, à la fois vous garantissez la protection des salariés et à la fois cette nécessité qu'il faut relancer la machine économique maintenant? Et on reparlera bien sûr de la question de l'importance des maires qui peuvent être largement contributeurs de cette relance économique. Si vous voulez, la crise, enfin, la mise à l'arrêt volontaire de l'économie qu'on a connue en France et qui est vraie pratiquement dans toutes les grandes économies de la planète, selon moi, ça a le mérite de mettre en lumière un certain nombre de choses importantes. Les choses que ça met en lumière chez nous, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les entreprises qui étaient fragiles avant cette mise à l'arrêt de l'économie, elles sont encore plus fragilisées. Et souvent, ces entreprises, il se trouve que ce sont des entreprises qui sont fortement employeuses de main-d'œuvre. Donc, on est dans une situation qui est un petit peu préoccupante, qui est même très préoccupante. C'est que finalement, les entreprises qui emploient le plus de monde sont sans doute celles qui aujourd'hui rencontrent le plus de difficultés. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? D'abord, il faut comparer avec ce qui se passe autour de nous. En France, les entreprises de main-d'œuvre, elles ont un problème de compétitivité. Et ce problème de compétitivité, il vient du fait que les impôts de production, donc les impôts, les taxes que l'on paie avant même d'avoir commencé à produire, on s'installe quelque part, on engage tout de suite les impôts de production. Les impôts de production sont élevés. Ils ont été baissés de 10 milliards. C'est très bien. Je pense que c'est insuffisant. Je pense que ça ne suffit pas pour rétablir l'équilibre avec nos grands voisins, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne. Et puis on a un problème de taxation du résultat net des entreprises qui, là encore, est plus élevé que chez nos principaux concurrents. Et ça pénalise l'investissement. Donc, on a deux sujets. Vous voyez, si on se compare à l'Allemagne, la différence, elle représente 7 points de PIB. C'est pas rien. Donc, le plan de relance, il est véritablement indispensable pour compenser ce qui a été volontairement arrêté. On a demandé aux entreprises d'arrêter de produire, d'arrêter de fonctionner. Elles ont joué le jeu parce que c'était tout à fait indispensable pour protéger les populations. La relance, elle se met en place. Elle se met en place. Il va falloir comme regarder de très très près. Et je pense que au niveau des territoires, on a un grand rôle à jouer aux côtés des préfets pour voir comment ça se met en route. Charles Zenati, je voudrais mettre 3 sujets sur la table cet après-midi avec vous. Le premier, c'est la question du commerce de proximité. Nous évoquerons tout à l'heure avec Marc Villand la question du logement. Et puis bien sûr avec les infrastructures et les travaux publics avec José Ramos. Sur la question du commerce de proximité, en plus Geoffroy Boulard le connaît bien ce sujet-là en tant que maire du 17e arrondissement, les commerçants disent qu'aujourd'hui la question par exemple des relations contractuelles entre les bailleurs et les commerçants ne peut plus tenir, que ce modèle économique ne tient plus. Pas plus tard justement que la semaine dernière, dans la tribune Thierry Marx disait il faut revoir totalement l'économie justement entre les accords entre les villes parce que demain, nous, les commerçants, ne pourront plus tenir leur activité dans les centres-villes. Quelle est votre position ? Je crois qu'effectivement, Thierry Marx, il a tout à fait raison, il sait de quoi il parle. La situation entre les bailleurs et les commerçants, elle est très compliquée. Il faut reconnaître qu'il y a des contrats qui ont été passés. Donc, comme on est dans un état de droit, en principe, sauf à ce qu'on change la donne, les contrats s'appliquent. Comment peut agir justement la ville de Paris ou les communes du Grand Paris ? Alors, je pense que c'est d'abord dans la relation entre les bailleurs et les preneurs que cette situation doit se régler.
Ça va vous paraître bizarre, mais je ne suis pas très confortable quand la puissance publique s'invite dans la relation d'une relation commerciale de droit privé. Alors peut-être qu'au niveau global, on peut évidemment mettre en place des procédures de concertation. Moi, j'ai vu beaucoup, hein, aussi bien parmi les foncières qui sont nos adhérents que parmi les retailers qui sont nos adhérents, j'ai vu beaucoup de choses déjà se mettre en place. J'ai vu aussi que quand on se promène dans Paris, j'ai descendu la rue de Rivoli à vélo, il n'y a pas très longtemps, il ne pleuvait pas, les commerces sont fermés, enfin, les rideaux sont baissés. Donc il va aussi y avoir une régulation par le marché. Geoffroy Boulard, un petit mot peut-être sur le commerce de proximité que vous connaissez bien. Oui. Alors c'est vrai qu'on constate pour l'instant que ça tient globalement, mais il y a des aides, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, ils vont s'arrêter. Il y a des exonérations, par exemple, de taxes, de droits de voirie, ça incombe à la puissance publique, qui vont se terminer. Donc là, il y a un enjeu, c'est de mobiliser aussi les maires pour donner de l'air avec les moyens qui sont les leurs et qui vont avoir des répercussions sur leur budget. Hein, il faut aussi en tenir compte, mais donner de l'air à nos commerçants de proximité, qui puissent faire passer le cap, et passer le cap le plus longtemps possible, parce que la difficulté, c'est la trésorerie, c'est payer son loyer, et la mairie n'a pas en propriété en général dans la métropole du Grand Paris toute la pleine mesure de tous les baux en pied d'immeuble. Par contre, il y a des outils. Il y a des outils que la métropole est en train de développer. Je vous parlais de centre-ville vivant, c'est notamment d'aider à la maîtrise du foncier et de permettre d'installer notamment des nouveaux commerçants, des commerces de bouche, rééquilibrer si on a de la monoactivité, etc. Donc cette accélération, notamment de revivifier les centres-villes, elle est à la main des maires, mais elle n'est pas exclusive. Et on a besoin d'acteurs économiques qui vont aussi, quelque part, être solidaires sans évidemment renier évidemment leurs objectifs, mais permettre à l'activité économique de se maintenir. C'est l'intérêt de tous, des investisseurs et des élus locaux. Alors, dans la relance économique, bien sûr, la question du logement est centrale. Marc Villand, on a écouté tout à l'heure Nicolas Sarkozy conclure la matinée de ce sommet du Grand Paris en disant « La première décennie, elle était portée par le Grand Paris Express, les infrastructures. La deuxième décennie doit être la priorité sur le logement. » Quelle est votre réaction? Plutôt satisfait? Qu'on parle du logement, je suis toujours satisfait. Je signalerai quand même que les infrastructures, pour certaines, sont en retard. Et je voudrais vous faire part d'une grande préoccupation. Quand le président Sarkozy met l'accent sur le logement, c'est très bien, mais on sent dans les populations aujourd'hui une réticence par rapport à la construction et en même temps, on sent qu'elle sous-estime l'effet d'entraînement que peut amener le logement neuf et son côté vertueux en termes environnementaux. Et je pense que tout le travail de la métropole, le travail du Grand Paris, tout ça c'est nécessaire, mais à nouveau, avec la pandémie, il y a un travail à faire pour convaincre les populations qui vont entraîner leurs maires. Je connais beaucoup de maires bâtisseurs qui sont des gens très courageux, qui aujourd'hui sont en position de stand-by. C'est la vérité, puisque la pandémie a amené le raccourci saisissant suivant, pandémie égale métropole. Pandémie égale métropolisation. On n'a jamais fait reculer la ville, et quand la ville recule, la civilisation recule. Il s'agit maintenant de préparer la ville à vivre avec cette pandémie. Il faut adapter nos outils. Nos outils sont datés, nos PLU ne sont pas courageux, enfin, le millefeuille administratif est très compliqué. Mais d'abord, au début, il va falloir reconvaincre les populations. On voit d'ailleurs un mouvement vers la première couronne, vers les maisons. On voit un mouvement de fuite vers la métropole et on ne trouve plus dans l'hypercentre de satisfaction puisque les commerces sont fermés, la circulation est devenue très compliquée. Donc la métropole, je m'inscris un petit peu, si vous voulez, un peu à rebours, c'est un magnifique projet, mais aujourd'hui, il y a une forte réaction de recul et des élus de certaines populations. On va interroger Geoffroy Boulard. Comment on redonne, Geoffroy Boulard, la métropole vivante et la métropole viable, qui est un des enjeux portés par Patrick Ollier, le président? Elle doit être d'abord équilibrée et résiliente. C'est vrai que pandémie, vous dites, est associée à
densité, promiscuité, et on le comprend. Donc il y a des aspirations aussi nouvelles qu'il faut entendre. Après, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de construire. Et donc on a des besoins de logements neufs en Île-de-France. Et dans la métropole, on a cette nécessité. Par contre, c'est peut-être l'harmonie. C'est un cadre de vie, les habitants sont attentifs à ça, l'amélioration de leur cadre de vie. La pandémie a accéléré ce phénomène-là. Si on a des habitants qui partent ailleurs, et donc dans la première, je dirais, les départements autour de la métropole, c'est pour avoir de l'espace, c'est pour mieux respirer, et ces aspirations-là, on doit les entendre. Donc l'enjeu sur le logement neuf, c'est effectivement la performance énergétique, c'est l'intégration de ces ensembles dans une ville où on respire bien et mieux, et je pense que c'est pas antinomique, mais c'est vrai qu'il y a ce mouvement un petit peu de repli, je le sens chez un certain nombre de maires voisins. Mais derrière, il faut relancer aussi cette partie importante qui est la construction de logements, parce qu'il y a une demande forte. Dans le 17e arrondissement, j'ai 65 000 habitants d'Île-de-France qui veulent y habiter. J'ai 8 000 demandeurs en attente de logement social, là je vous parle. Donc c'est large. Hein, eh bien, ça montre bien qu'il y a une aspiration forte quand même à vivre dans une grande ville. Le tout est de leur proposer une qualité de vie, donc des logements adaptés et des infrastructures. Ça ne se limite pas au logement, c'est aussi les infrastructures. Et vous parliez des transports, on a pris beaucoup de retard. La ligne 14 qui va arriver en décembre, le premier arrêt arrivera à Pont-Cardinet, puis ensuite ira sur la mairie de Saint-Ouen. Ça fait combien de temps qu'on a lancé ce projet? Ça fait 10 ans quasiment. Il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite. Marc Villan, justement, donc, la relance économique, c'est maintenant, c'est aujourd'hui à l'occasion du sommet du Grand Paris. On a l'impression que depuis des années, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est-à-dire cette équation entre il faut produire du logement, il y a une forte pression ici à l'échelle de la métropole, et à la fois les populations, les concitoyens ne veulent pas toujours que ça se construise à côté de chez eux. Là, il y a des nouveaux maires qui ont été élus au mois de juin, qui ont cette responsabilité à la fois de pouvoir relancer des projets. Alors c'est sûr que quand on est nouveau maire, ça prend plus de temps que lorsqu'on est réélu, mais comment arriver à concilier entre le fait que les nouveaux maires puissent trouver une immersion, en tous les cas, dans leur dossier, dans la connaissance aussi de leur administration. On parle quelquefois que l'administration aussi peut être un peu trop longue par rapport à la nécessité. Et comment relancer les projets? Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, ça sera bien entendu du travail en moins l'année prochaine, pour les artisans et pour tous les acteurs qui travaillent autour de ces questions du logement. D'abord, absolument, on constate une baisse des mises à l'offre de logements neufs en Île-de-France d'environ 70%. Avant chaque élection, on baissait de 25%. Là, on a eu des élections en deux temps et des élections d'un type nouveau. Alors, d'abord, moi, je trouve que ce sommet et cette conférence est très bien, puisque c'est faire prendre conscience à ces nouveaux maires qu'ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité parce que c'est vrai que les populations sont d'un côté frileuses, et c'est vrai aussi qu'elles sont demandeuses. Comment concilier si ce n'est d'abord par une action locale. Après, moi, ma vision personnelle, c'est que la ville, elle ne doit pas se faire aux échéances électorales. La ville résiliente, elle doit transcender ces échéances électorales. Elle doit se faire sur 10 ou 15 ans. Alors le Grand Paris, c'est un démarrage, hein, parce que pendant longtemps, cette région, 30% du PNB, 20% de la population, c'était 18% des investissements. Hein. Donc on est au démarrage de quelque chose. Mais ce démarrage, il doit être encouragé par un appui philosophique sur la densité. Et puis, il va falloir qu'il soit encouragé par des outils. Alors, concevoir la ville à long terme, ça demande peut-être une révision de notre millefeuille administratif sur les PLU, etc. Ça demande peut-être une gouvernance plus forte de la métropole. Enfin, ça demande beaucoup de choses. Alors, l'initiative est formidable, mais aidons-la, parce que sinon, elle peut se dégonfler. Geoffroy Boulard. Oui, je voulais rebondir sur cet élan, sur cette nécessité de simplifier les procédures. La métropole du Grand Paris, sous l'égide de Patrick Ollier, a lancé Inventons la métropole, saison 1, saison 2, 77 projets architecturaux d'envergure qui vont révolutionner le Grand Paris à l'horizon 5 ans.
Les coups de pioche démarrent là cet hiver. On a pris finalement un peu d'avance et donc on va contribuer à la relance à travers ce grand projet. Et on est allé vite, on a bousculé et les maires ont proposé des terrains. Et ça a répondu, 650 candidats, enfin ça a été un succès formidable. Et d'ailleurs, dans le cadre du plan de relance métropolitain, on envisage une 3e saison. Alors il nous faut absorber aussi, parce qu'on est une petite équipe, on est une start-up, la métropole, c'est à peine une centaine de collaborateurs, pour mener à bien ces projets d'envergure que les maires ne peuvent pas mener seuls. Et c'est là le rôle de la métropole, c'est aussi d'aller chercher des investisseurs, des acteurs privés qui sont intéressés pour faire du logement, du bureau, pour améliorer le cadre de vie, notamment autour des gares du Grand Paris Express, qui sont évidemment cruciales pour le développement de la métropole. 3e sujet sur la table, on va parler bien sûr des infrastructures. Cet après-midi, ici même, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Édouard Philippe, le maire du Havre, ont fait des annonces, ont justement évoqué peut-être ce possible TGV entre Paris et Le Havre. Nicolas Sarkozy est pour, il a dit ce matin. Donc on a parlé de grands projets, qu'il fallait de l'ambition. Oui, il fallait bien sûr gérer l'action publique au quotidien, c'est ce qu'a dit la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais il faut aussi des grands projets. Ça, à l'oreille du patron de la Fédération régionale des travaux publics, ça doit vous faire plaisir. Oui, ça me fait plaisir. En tous les cas, moi, je voulais déjà, Jean-Christophe, te remercier de nous avoir invités pour participer à cette table ronde. Moi, je dis simplement, aujourd'hui, on parle à tout homme politique, on a un grand projet. Donc, l'annonce d'Édouard Philippe ce matin, on en a eu d'autres précédemment. Donc, aujourd'hui, les grands projets d'infrastructure avec un grand homme politique, on y est habitué. Moi, je crois que j'étais venu ici pour discuter des travaux du Grand Paris et le Grand Paris. Donc, effectivement, le connecter à d'autres régions, c'est bien. Mais je pense que se concerter pour notre région, ça serait déjà très, très important. Anne Hidalgo pourrait imaginer, effectivement, modifier la mobilité en Ile-de-France. Moi, je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, si on se projette à 10 ans, sans parler de plan de relance actuel et l'immédiateté du besoin pour nos entreprises et nos collaborateurs, aujourd'hui, on peut imaginer si plus de voitures, plus de poids lourds à Paris, puisque c'est dans les tuyaux, comment allons-nous faire nos travaux ? Parce qu'effectivement, si on n'a plus de carburant, plus de gasoil et qu'on n'est encore pas à l'hydrogène, on aura des difficultés. Donc je pense que si je veux revenir en arrière, on vient de vivre un moment difficile. Nos entreprises sont habituées à avoir une difficulté sur le bloc communal au moment des élections. Marc le disait, on l'a eu en 2 temps, ce qui est déjà très difficile. On avait par chance, je le redis quand même, il faut le rappeler, par chance, cette fin de mandature précédente, on avait un carnet de commandes qui s'était décalé d'un point de vue administratif, puisque l'administration, le temps qu'elle se mette en place, et les délégations diverses et variées dans les intercos, les agglos, et la métropole également, nous avait permis finalement d'avoir un carnet de commandes chargé avant les élections, ce qui aujourd'hui nous permet de minorer l'impact de la crise et l'impact de la durée des élections entre mars et juin. José Ramos, avec le lancement d'Inventons la métropole qui a été un grand succès lancé par Patrick Ollier, mais je prends encore le Grand Paris Express, vous qui êtes très dépendant de la commande publique, est-ce que l'on peut dire que le carnet de commandes est plein pour vous ? Je vais vous dire oui, Jean-Christophe. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui pour 3 mois. Alors, nos entreprises ont besoin d'avoir une vision un minimum de 6 mois. Donc je vous dirais non pour le premier trimestre. Je vous dirais encore moins pour le premier semestre, pour essayer d'élargir. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle du Grand Paris, on a toujours tendance à dire Grand Paris et on oublie Express. Donc aujourd'hui, on a effectivement, on fête nos 10 ans cette année du projet du lancement par la loi du Grand Paris lancé et validé par Nicolas Sarkozy. Donc effectivement, je le rappelle quand même parce que j'entends souvent qu'on est en retard dans les infrastructures. Alors c'est vrai que le politique, et je vais le taquiner un petit peu, le politique, il met 9 ans pour réfléchir à implanter une infrastructure. Le Grand Paris Express, on a mis 6 ans. Et nous, on souhaiterait qu'on résolve le problème de tout le monde en 4 ans. Et entre-temps... Et nous aussi. Moi aussi, je serais satisfait parce qu'effectivement, ça augmente notre carnet de commandes et notre chiffre d'affaires. Mais il faut quand même, Jean-Christophe, si on peut se permettre, de remettre les choses à leur place. Je rappelle quand même qu'entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, on a juste simplement 3 commandes différentes. On va laisser réagir Geoffroy Boulard. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on voyage, vous allez par exemple... La comparaison est peut-être différente et difficile, mais le Grand Moscou, ils ont créé 73 stations de métro. Ils ont piqué notre idée du Grand Paris en l'espace de 7 ans. Et nous, on attend toujours la première station. La faute à qui ? Pas qu'aux politiques. Bien sûr que la politique a une responsabilité. Mais quand on a laissé l'État piloter un grand projet comme le Grand Paris Express, sans les élus locaux,
au tout début, parce qu'il faut être juste, il faut le dire, eh bien on prend du retard, parce qu'on est moins efficient, on est moins pressé, parce que les élus sont pressés aussi. Voilà. Donc je le dis, ça c'est vrai qu'on a une marge de manœuvre, et il faut absolument s'améliorer sur cette partie-là. Il faut aller beaucoup plus vite dans ce pays, et il y a des délais administratifs, vous en avez parlé, il faut simplifier les choses, ça c'est sûr. Nous arrivons au terme de cette émission Studio Gabriel, mais je vais vous demander à chacun 1 minute, puisque nous célébrons ce 10e anniversaire du Grand Paris. Votre vision du Grand Paris, José Ramos. Dans 10 ans, votre rêve? Mon rêve, ça serait effectivement que le Grand Paris soit utile, le Grand Paris Express, et qu'effectivement la capitale soit moins carbonée, et donc moins de véhicules, et qu'il soit vraiment en service. Et je crois que c'était l'objectif à l'époque, un consensus État-région, puisque vous parliez d'État et de la région. Le consensus, c'était effectivement d'irriguer Paris, petite couronne et grande couronne, puisque c'était le lien entre l'extérieur de cette capitale. En tous les cas, on pourrait dire qu'on irrigue Paris-Capitale, et on pourrait imaginer effectivement qu'on devienne économique. Votre rêve, Geoffroy Boulard, dans 10 ans, ce Grand Paris? Mais ce Grand Paris, c'est un Paris attractif, en fait, parce que le Grand Paris, c'est un Paris qui s'étend et qui inclut et qui n'exclut pas. La barrière du périphérique n'existe plus et qui permet d'aller jusqu'aux territoires ruraux. Vous pensez qu'on peut arriver à réduire ces inégalités, qui sera un enjeu majeur social? Oui, je le pense, parce que la gouvernance actuelle de la métropole, elle est faite à partir des maires et pour les maires. Et on ne travaille et on avance que si on est d'accord entre nous. C'est moderne et on a des sensibilités politiques extrêmement différentes au niveau de la métropole. Donc dans 10 ans, il faudra évidemment qu'on ait achevé ce Grand Paris Express, parce que franchement, quand j'entends les annonces de 2030, 35, ça me fait un peu peur. Et puis il faudra qu'on ait naturellement intégré la question environnementale dans les constructions, parce que c'est une attente forte. On peut esquiver, mais c'est une attente forte des administrés pour que cette ville, elle permette de créer de l'emploi, qu'elle soit attractive, que les familles s'y installent et ne quittent plus la capitale notamment et le Grand Paris. Marc Villand, votre rêve du Grand Paris dans 10 ans? Alors, d'abord, toujours et encore plus, le porte-avions économique de la France. Je crois que c'est la vocation de Paris. Un Grand Paris simplifié. Un Grand Paris simplifié administrativement, hein, bien entendu, avec une gouvernance claire. Un Grand Paris équilibré, un Grand Paris qui permette aux habitants d'Île-de-France de vivre aussi bien que dans n'importe quel territoire. Et ça ne va pas être une mince affaire. Merci Marc Villand. On termine par vous, Charles Nasny, président du MEDEF. Pour moi, dans 10 ans, Paris sera grand ou ne sera pas. Ne sera pas sur la carte des grandes métropoles planétaires. Pour garder son rang, pour garder sa position actuelle de ville-monde, de ville attractive, Paris doit se transformer. J'ai vu dans d'autres pays, au Japon notamment, mon ami Yuriko Koike vient de se faire réélire triomphalement gouverneur de la métropole de Tokyo. Alors, la métropole de Tokyo, elle va jusqu'à Yokohama. Hein, donc la question de Paris, Le Havre, eux, ça fait belle lurette qu'ils l'ont tranché. Ça représente à peu près le PIB de la France, la métropole de Tokyo. Ça intègre, ses pouvoirs intègrent les juridictions réglementaires, fiscales, l'éducation, les transports, le logement, les infrastructures. Enfin bon. Vous voulez une métropole plus dense ou plus étalée, Charles, dans 10 ans? Au MEDEF, ce qu'on essaie de faire et d'encourager nos adhérents de faire, c'est d'aller vers la transition environnementale, la transition sociale, la transition digitale. Donc moi, je veux une métropole qui soit responsable sur le plan environnemental, qui intègre mieux les catégories sociales qui vont avoir à souffrir de ces transitions, parce que imaginez bien que la transition environnementale, ça veut dire des activités, des industries qui vont être détruites. Donc il va falloir traiter ce problème-là. Et une métropole digitale, parce que la digitalisation peut aider les gens à mieux vivre. Merci Charles Nasny, merci à vous quatre. C'était en direct sur Public Sénat, la Tribune. La relance économique, c'est maintenant. Merci à vous tous, on se retrouve à très bientôt.